Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. Des livres, encore des livres. On a l'impression d'entendre la Reine des Neiges libérée, délivrée. Alors on va nous parler de livres dans Cosmo Réunionnais. La Reine des Neiges, c'est pas votre truc. Non. Bonsoir, bonsoir, Gismi. Alors, vous recevez ce soir Lisiane Bernadette Thomas, qui était déjà venue sur le plateau. Alors, quand elle est venue, on a présenté 7 ouvrages, entre autres. Jeanne, il était une femme. Oui. Et aujourd'hui, on va parler surtout de ce nouvel ouvrage, D'amour et de basalte. Donc, vous savez qu'on parlera du volcan. Oui, exactement. Donc, on ne la présente presque plus, Bernadette Thomas, puisque elle est à son 8e roman. Oui, c'est ça. Donc, elle était professeure de lettres et puis elle s'est mise à l'écriture. Oui. Donc, 8 romans et 8 romans qui, pour la plupart, ont eu un prix ou quand même, vous êtes bien installés maintenant sur cette image d'écrivaine. Comme on dit dans le paysage littéraire créole, oui, et c'est une bonne chose parce que les créoles, on a des choses à dire. Pas seulement les créoles, mais les créoles aussi, puisqu'on est en terre créole. Parce que c'est magnifique. Quand on regarde Le souffle des disparus, oui. Là, le premier roman sur le monde occulte à La Réunion. Il fallait oser quand même, parce que... Il fallait oser, oui. Parce que les gens ne parlent pas facilement de ce genre de choses. Il est resté 10 ans, ce livre, avant que je le publie dans mon grenier. Et c'est Jean-François Reverzy qui avait une édition qu'il a éditée. Et il a été très content de trouver ce livre à l'époque parce qu'il m'a dit, Madame, c'est un sujet dont on parle, que je vois tout le temps dans on en parle entre travail. Nous. On en parle entre nous. C'est pas en public. Ah oui, c'est un sujet tabou. C'est pour ça qu'il est resté 10 ans et puis que je ne l'ai pas sorti. Ben oui, parce que le monde de ces guérisseurs, tout ce monde des guérisseurs, si on dit ouvertement, je vais voir un guérisseur, tout de suite... Ouais. Ça court. C'est comme les ruisseaux sous la feuillée, mais on ne veut pas trop en parler. Aujourd'hui, un peu moins. Aujourd'hui, un peu moins. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des thérapeutes, des psychologues. Donc, il y a un pas entre le guérisseur et le thérapeute. Voilà. Non, l'ostéopathe, ne serait-ce que l'ostéopathe. Donc, on va voir l'ostéopathe, c'est quelqu'un qui a étudié le corps humain, mais qui doit avoir des... Il a des capacités particulières, il a des aptitudes particulières, et plus il en a, mieux il est. Qui ne viennent pas forcément de la science. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que les guérisseurs, on en parle plus facilement, et c'est vrai qu'on ne fronce plus les yeux quand on parle de guérisseurs. C'est votre premier roman. C'est mon premier roman. Et qui a eu le prix spécial du grand jury, du jury Grand Océan. Du jury Grand Océan, et qui est toujours, je dis toujours, c'est le grand frère de mes romans. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance de le sortir en premier parce qu'il a eu beaucoup de succès. Il a été réimprimé 5 fois, il est toujours là. Quand je fais des dédicaces, c'est celui qui part toujours, c'est celui qui cause toujours des émois, j'ai toujours des histoires très intéressantes avec ce roman. Et on va juste faire un clin d'œil à une grande dame de La Réunion, à Madame Wisnelda, parce que je crois que s'il y a quelqu'un qui a popularisé ce côté guérisseur, ce côté un peu, j'allais dire... par la manière où on n'explique pas la guérison, c'est bien cette dame. Et je crois qu'elle a permis aux gens d'accepter ce côté un peu... Tout à fait. Mais je l'ai connue, Madame Wisnelda. Ouais. D'abord, je suis une Avironnaise, donc toute petite, j'ai entendu parler de Madame Wisnelda. Moi aussi. Et puis, j'ai été ensuite professeure de français au collège étant Salé. Et avec mes élèves, on avait interrogé Mme Wisnelda qu'on avait mise dans un journal. Et elle m'avait d'ailleurs remis son livre qui s'appelle « Merci Madame, je suis guérie ». Mais ce n'est pas cette dame-là qui m'a guidée pour écrire ce roman, c'est une autre dame qui lui ressemblait, qui habitait à la Possession. Non, je disais qu'elle a permis à la population de regarder cette façon de concevoir la guérison, de concevoir tout à fait. J'allais dire une façon différente de nous guérir, la médecine parallèle. Oui, médecine parallèle. Ouais. Avec ouverture d'esprit et sans peur. Voilà. Elle a permis. Oui, tout à fait. Oui. Parce que elle avait un grand charisme.
Et puis elle guérissait vraiment des gens. Et pareil, oui. Moi, je ne connais pas, mais j'ai toujours entendu ma mère, mes grands-parents qui disaient, oui, ben, si elle était là, ça... mais il y a des gens qui sont venus de loin. Je crois que Chirac faisait partie de ses patients, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est pour l'anecdote. Hein. Et j'ai rencontré son premier fils qui a hérité de son don. Son don. Son fils était à Marseille. Son fils intervenait même dans le milieu médical pour les opérations. Oui. Ouais. Oui. Donc, ça montre bien qu'aujourd'hui, la médecine accepte aussi cette façon de concevoir le soin et la guérison. Oui, tout à fait. Et dans des milieux comme les nôtres, comme disait Jean-François Reverzy, je pense qu'il était ethnothérapeute, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soigner des gens aux origines diverses comme nous, de façon, de façon uniforme, comme on soigne en Europe, quoi. On a parce que les Malgaches avaient leur façon de soigner, les Africains, les Chinois, les Européens, les Mozambicains, donc nous, les Indiens, bien sûr, évidemment, et nous, on a tout ça en nous. Parce que nos ancêtres ils sont tous venus avec leur façon. Ouais, et donc, métissage également de la façon de guérir. Et c'est un peu ça, en fait, que Mme Wisnelda savait faire. Et puis, une chose que, aujourd'hui, le public a pu apprivoiser, c'est que même dans la psychologie de Freud, quand Jung est arrivé en essayant d'intégrer un côté spirituel à la guérison, Freud est resté sur sa posture, alors que Jung a intégré le côté spirituel. Ouais. Mais on l'intègre de plus en plus. Ouais. Voilà. Et donc, et on en a besoin par les temps qui courent. C'est vrai aussi. Et donc, vous enchaînez sur votre deuxième roman. C'est toujours des sujets très forts et qui concernent la Réunion. Je veux ma place au soleil. Je veux ma place au soleil. Ça parle des événements du Chaudron en 91. Oui. Hein, alors, ça se passe pendant ces événements du Chaudron. Ce n'est pas le sujet du roman. En fait, le sujet du roman est un sujet toujours actuel, à savoir un jeune qui cherche sa place dans cette Réunion d'aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous connaissons, évidemment, de chômage, d'illettrisme, de noir-blanc, c'est pas ma couleur. Et puis l'image aussi des jeunes, l'image de ces jeunes, ces générations qui arrivent, qui sont rebelles, révoltés, tout à fait. qui cassent, qui ne parle pas, qui voudrait avoir la vie facile aussi. Voilà, qui veut passer d'un A à un point B en ligne droite, qui ne veulent pas. Il y a des générations qui ont dû travailler pour réussir. Eux, ils veulent qu'on leur donne un boulot et qu'ils ont leur place. Tout à fait. Je veux ma place au soleil. C'est exactement ça. C'est sa grand-mère qui lui dit, Maximin, apprendre à l'école. Apprendre l'école. C'est sa maman. C'est sa maman qui ne sait pas lire. Qui lui dit apprends l'école. Alors ce livre, vraiment je suis très reconnaissante à ce livre, hein, je pense que c'est lui, parce qu'il est toujours étudié depuis plus d'une dizaine d'années dans des collèges et dans des lycées. Oui. Toujours, tous les ans, il y a des professeurs qui l'étudient. Parce que c'est un fait de société qui est toujours d'actualité. Qui est toujours, et il sera toujours d'actualité. J'espère que ça va changer un peu. Mais si on se réfère à nous quand on était à l'école, c'était si tu travailles pas, tu finiras dans les champs de canne. Oui. Aujourd'hui, c'est difficile à un parent de dire si tu travailles pas, même si tu travailles, t'es pas sûr d'avoir un boulot. Tout à fait. C'est plus complexe. Hein. Tout à fait, c'est complexe. En fait, l'idée aussi, c'est de dire à ces jeunes qu'il n'y a pas que la jarre de pièces d'or qui vous attend, et puis l'argent, ça tombe pas comme ça du ciel. Et puis qu'il y a des trésors, c'est tout bête, La Fontaine l'avait dit avant moi, et puis avant lui, Ésope, avant lui, je veux dire, on a dû le dire dans les grottes des préhistoriques. Il faut quand même aller essayer le travail, c'est peut-être aller essayer de travailler la terre pour pouvoir manger. Oui, le laboureur et ses enfants. Oui, le laboureur et ses enfants. En fait, on l'oublie. La terre nous offre beaucoup d'opportunités pour pouvoir trouver du travail et c'est absolument important pour se retrouver soi aussi. Et puis aujourd'hui, comme il n'y a pas de travail, la terre est importante, bien sûr. On revient sur le thème de l'effort.
Oui. Et on reparle de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Aussi. Il y a aussi... Ah, mais La Fontaine est un grand puits pour nous. Hein. Pour nous c'est tous. joli, La ce Fontaine sera est un grand puits. Oui, c'est ça. Et puis, on va retrouver une autre façon d'écrire. Votre écriture, on se dit, oui, donc c'est que les faits de société. Ah ben non, surprise, vous sortez la trilogie sur le fantastique. Donc là, on est dans un autre monde. On est dans un autre monde. C'est une parenthèse dans mon écriture. Et dû à mon fils qui avait 11 ans à l'époque, aujourd'hui il en a 29, il est ingénieur agronome et il travaille énormément sur l'autonomie alimentaire énergétique à La Réunion. C'est son gros combat. C'est la Réunion de demain, c'est la planète demain. Et donc lui, il a 11 ans et il me dit, pourquoi tu n'as pas écrit Harry Potter? Il me dessine les grands personnages, il me dessine la carte de cette terre jumelle de notre terre. Alors, on va regarder donc la terre jumelle, donc au-delà de la fournaise, c'est le premier tome. Le deuxième, c'est la terre jumelle, l'héritage des sages lore. Ça veut dire quoi, sage lore? C'est le nom que j'ai inventé. Hein, vous savez, on invente beaucoup. Et le dernier, Spirito. Le Spirito. D'accord. Là, avec cette main-là, la main du diable qui veut prendre et c'est là où j'ai l'âme. C'est là où j'ai toujours surpris. Lorsqu'on parle de mystère ou de paranormal à La Réunion, c'est toujours négatif. Grand-mère Cale, grand diable. Voilà. Ben oui, et alors tout ça, ça se retrouve dans mes livres, hein, de toute façon, même dans les premiers, hein, les invisibles, les esprits, mais parce qu'on a été bercé par ça. Moi, dans mes livres, il y en a toujours. Hein. Pourquoi il y a pas... Et la terre jumelle est partie là-dessus, en fait. En fait, Harry Potter, c'était dans le monde, c'était en Europe du Nord, voilà. Et nous, la terre jumelle, c'est autour de la Réunion, de l'océan Indien, de notre île, il y a aussi les ingrédients pour écrire du fantasy. On a engendré... Avec nos diables, nos esprits. Ne serait-ce que l'exemple de Madame Desbassins, qui a été une vraie chef d'exploitation agricole, elle a été la patronne. Oui, tout à fait. Elle devait gérer, mais elle... À peine tu n'en as pas dit que c'était elle, la grand-mère Cale. Elle est devenue. Oui, tout à fait. Elle est devenue. C'est elle qui a donné l'image de grand-mère Cale après. Il a fallu qu'on trouve, j'allais dire, un bouc émissaire à toutes. Mais après, cette femme, elle a été une chef d'entreprise. Elle était une sacrée femme. Sacrée femme d'entreprise. Une femme à poigne. Sacré charisme. Après, elle était dans son époque. Elle a fait comme ce qu'elle avait à faire. Voilà, c'est son histoire. Mais on avait besoin de trouver un personnage. Mais je trouve ça magnifique comme histoire. Pareil, comme Sitaran. Sitaran, on lui a fait porter tellement de choses. Tellement de chapeaux. On lui a dit tellement de choses sur lui. Alors qu'à la rigueur, la seule personne qui est morte, je sais même pas si c'est lui on ne sait même pas si c'est lui qui a été l'auteur du meurtre. Et puis, hormis et tout ce qu'on a inventé autour. Mais c'est comme ça. En fait, je crois que c'est partout pareil. Hein. Quand on a des peurs, on trouve qui va porter le chapeau, qui va porter le chapeau plein de peur, quoi, en fait, finalement. Et c'est vraiment le mot. Et c'est ça, oui, tout à fait. Parce qu'au bout, le seul qui a été exécuté, c'est Sitaran. Les deux autres n'ont pas été... Mais c'est l'histoire, c'est comme ça que se construisent aussi les légendes, les mythes, c'est comme ça qu'on se pose dans notre vie, c'est comme ça qu'on se rassure aussi, parce que, et à La Réunion on a beaucoup de peur, hein, on en a peut-être plus qu'ailleurs. Oui, à midi il ne faut pas qu'on soit... Nous c'est l'esclavage, hein, Madame Desbassins elle a un sacré destin, parce que c'est tout cet esclavage qui a engendré en nous toutes ces peurs. Et puis toutes les peurs aussi que à toutes midi, les autres ne pas communautés... faire ça, carême, à midi, il ne faut pas monter dans un arbre. Tout à fait. Mais vous savez, dans Je veux ma place au soleil, il y a énormément, dans mes romans, j'ai mis énormément de légendes. Et c'est ce que les gens aiment beaucoup aussi dans mes romans, de toutes ces histoires que j'ai entendues, Et c'est vrai que, merci, à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de télévision, donc on écoutait, on avait des vrais veillées, on écoutait les tontons, les voisins raconter. Et qu'est-ce que j'ai emmagasiné comme histoire, et ça sort dans tous mes romans. Hein. Ne pas balayer le soir après 18h.
ascenseur, ne pas ouvrir un parapluie dans la maison, ne pas passer sous une échelle, ne pas tourner la bascule parce qu'on s'amusait avec la bascule des portes. Après minuit, rentrer à l'envers. Après, vous trouvez toujours les explications parce qu'évidemment, vous tournez la bascule comme ça et qu'il y a le petit frère qui passe à côté, il se prend dans la figure. Et je trouve ça fantastique de voir comment cette société réunionnaise s'est construite avec autant de ne pas ci, ne pas ça, ne pas comme ci, pas comme ça. C'est des peurs. On a joué vraiment avec les peurs. Ah oui, moi j'en ai eu beaucoup quand j'étais enfant, beaucoup. Et à la campagne, dans les champs de canne et tout. Et donc, mais j'adore aujourd'hui refaire surgir ça dans mes romans. T'avales un pépin, ça va pousser dans ton ventre. On te prend la peur que ça sorte par le nombril. Ah oui. Et donc, on avance un petit peu. Et alors, il est étudié dans des écoles, lui. On est à Terre Jumelle, école et collège 6e, 5e, toujours. Il a aussi eu un prix, il a été sélectionné au Salon Jeunesse de Montreuil, la Terre Jumelle. C'est vrai que là, c'est une belle parenthèse. Hein. Oui, c'était une belle parenthèse. Oui, tout à fait. Et puis ça a super bien marché, ça marche toujours, pareil, toujours. Et ensuite, 2011, vous sortez Sur leur pas. Sur leur pas. Alors sur leur pas, les lecteurs me le demandent depuis très longtemps, depuis que j'ai sorti. Et là aussi, vous avez le prix Paille-en-Queue. Ah oui, voilà. En 2012, donc les lecteurs voulaient toujours que je sorte une suite au Souffle des disparus. Et donc je reprends le même personnage 20 ans après et il part dans nos aires de civilisation d'origine pour essayer de comprendre pourquoi il est guérisseur, il va sur les traces de ses ancêtres. Donc c'est un roman un peu mystique, il est très particulier. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, multiracial. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, justement ce côté un peu mystique. C'est marrant, c'est celui qui a été le plus timide de mes romans. Mais est-ce que, vu comment le public apprécie ce que vous écrivez et quand ils échangent avec vous, ça vous fait pas sourire que quelque part ils sont un peu nostalgiques de ces époques-là parce que si. Ah si, ils sont nostalgiques de ces époques-là. Et on perd. Et les écrivains, les musiciens, les artistes, on est là justement pour ça, parce qu'on perd tout ça. Oui. Et oui, on est là, on écrit. Et c'est notre rôle, c'est notre mission. Hein, je suis persuadée de ça. Bien sûr. Et alors, on n'a pas à s'en enorgueillir particulièrement. On a eu cette mission-là du ciel, comme d'autres. Juste quand on regarde le Covid, par exemple, d'un coup, on a l'impression que les gens, certaines personnes se rendent compte qu'ils ont oublié leurs racines, ils ont oublié leur histoire, ils ont oublié de vivre même des fois. Il y a un retour à... Il y a un retour de peur, de peurs ancestrales, d'avoir tout perdu. Alors il y a un retour aussi, moi je travaille beaucoup sur l'autonomie alimentaire, énergétique, bon, pas seulement parce que mon fils y est, mais forcément je baigne dedans. Et puis la terre, ça m'a toujours, dans mes romans, la terre est toujours très 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 présente, la nourriture, se nourrir de la terre, etc. Et donc... On a perdu toutes ces racines, on a perdu tout ce savoir ancestral et de toute façon on sent confusément, même si c'est pas très clair, on sent confusément que il n'y a pas d'autre solution. Il faut absolument qu'on retourne aux savoirs ancestraux, sinon on va mourir. Tous, pas seulement à La Réunion, mais à La Réunion en particulier parce que c'est une île qui est toute petite et toute fragile. Et pas seulement pour ça, pour La Réunion, parce que ceux de La Réunion sont de l'Afrique, de l'Asie, de l'Inde, de la Chine, ce sont des peuples qui sont ancrés, de Madagascar, qui sont déjà ancrés dans la terre. Ne serait-ce que les danses comme le Sega. C'est vraiment se planter. Tout. On a tout perdu. On a perdu ce qu'il faut manger, on a perdu comment travailler la terre, on a perdu un peu notre langue. Encore, elle arrive, encore il y a des gens qui se battent. Tant mieux, on arrive à la tenir. Mais on a perdu, on parlait de guérison tout à l'heure, on a perdu énormément de choses, on a perdu le contact. Ça, c'est super important, on a perdu la communication. Mais ça, c'est un phénomène mondial, évidemment. Il y avait aussi un phénomène, c'est qu'on avait honte de ce qu'on était. On avait honte, bien sûr. Oui, bien sûr qu'on avait honte. Oui. On avait honte de notre couleur, on avait honte de notre parler, de nos cheveux, on avait honte de nos origines. Et maintenant, on se rend compte que non, c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça qui relie notre âme,
qui nous relie à notre âme et qui fait qu'on est être humain, être vivant, et qui va peut-être nous sauver aussi. Voilà. Et donc, parce qu'aujourd'hui, le métissage est quelque chose qui est mis en valeur. Ah oui, on les voit dans la pub, on les voit aujourd'hui. L'afro, aujourd'hui, on le voit un peu. On commence à le voir partout. Plus. Oui, ça a été une question de mode à un moment donné, et puis ça a payé. Oui. Ça a payé. Mais maintenant, plus ça va aller, plus on va se rendre compte que c'est une valeur. C'est pas parce que ça rapporte, parce que c'est joli ou parce que c'est exotique de dire on voit quelqu'un qui est... C'est pas ça. C'est que c'est essentiel pour nous parce que ça va nous permettre d'aller chercher un peu partout ce qui va nous donner donner des ressources en fait. Alors vous parlez du Lazaret, donc oui, je parle du Lazaret. Voilà, ça part du Lazaret. L'histoire part du Lazaret. Cet endroit-là, parce que ça aurait pu partir de beaucoup d'autres endroits. Ben oui, parce que le Lazaret, c'est vrai, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai écrit le roman. Ben oui, parce que c'est symbolique de ce métissage justement, de cette arrivée de tous les Réunionnais qui sont arrivés là et ils étaient tous traités de la même façon d'ailleurs, le riche, le pauvre, tout le monde était traité pareil au Lazaret. Et puis après, ils partaient. Parce que aussi, moi j'ai entendu quand j'étais enfant, on parlait de carte dans le cou, de choses comme ça, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Notre grand-père l'arrivait carte dans le cou. Je dis, c'est quoi carte dans le cou? Et puis après j'ai compris, c'est parce qu'ils avaient un numéro et que c'était écrit comme ça, avec qu'ils portaient au cou. Et c'est super important ce Lazaret, moi je trouve. Voilà. Après, oui. Je vous propose de revenir pour parler de ce Lazaret, parce que là, on vient de dépasser le temps d'un an. On avait deux encore à présenter. Le temps est passé. Oui. Ben non, c'est passionnant. On prend vraiment plaisir à échanger là-dessus. Mais je vous propose de revenir. On parlera du Lazaret. Oui. On prendra le temps maintenant de le décortiquer un peu, parce que je pense que ça serait bien, parce que depuis le Covid, on n'a plus le temps d'aller rendre hommage à ceux qui sont venus par la mer, ceux qui constituent aussi le socle de ce peuplement réunionnais. Donc c'est pour ça que je dis, revenez, on parlera du Lazaret, on prendra le temps de parler de Lazaret, et je pense qu'on aura l'occasion surtout de vraiment de voir autre chose, parce que là, il nous reste, on a déjà dépassé le temps. Merci Lisiane, Bernadette, Thomas pour cet échange, merci à Koulsoum Lelibou d'avoir organisé cette rencontre. En tout cas, c'est vraiment plaisant, et ça fait plaisant. Ce qui est encore plus plaisant, c'est de voir qu'à travers les ouvrages écrits par Lisiane, Bernadette, Thomas, la transmission de l'histoire se fait aussi. Et ça, c'est important, parce que continuons à chercher quelle est la meilleure façon de préserver ce que nous sommes et de voir comment transmettre. Et là, il y a du travail aussi. Merci à vous. Merci à Lalanne, merci à François. Je vous dis à bientôt.